J'avais juste une toute petite question. Les premières images du film, comme on était un peu pris dans les histoires techniques, le film commence avec cette image de la table vide, avec les photographies en arrière-plan. Oui, et donc on termine le film avec la même image, mais avec les deux jeunes gens dans le cadre. Donc j'ai trouvé ça très saisissant, cette image, parce que du coup j'ai l'impression qu'il s'agit non seulement de redécouvrir cette mémoire et de le rendre visible, mais aussi pour cette jeune génération de s'inscrire dans cette histoire. Et du coup, cette image de fin est très saisissante à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'on est très intéressé de savoir à quel point aujourd'hui la jeune génération algérienne connaît cette histoire. Évidemment, Bouchra Khalili, oui, mais d'autres personnes. Et en dehors de l'étonnement qui était la mienne aussi quand j'ai vu le film de Clan la première fois cette année, j'étais aussi très étonnée de voir cette effervescence, ce foisonnement culturel, cet échange d'idées de l'époque qu'on ne peut pas soupçonner aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. Donc, quelle est l'étendue de la connaissance sur cette période aujourd'hui pour les jeunes Algériens ? Moi, je voulais savoir si vous étiez à Alger en 2009 et comment justement s'était passée la commémoration, comment si la manière dont l'État s'était approprié cet anniversaire, est-ce qu'il y avait eu des choses parallèles justement qui pouvaient ressembler à 69, enfin voilà, comment en Algérie ça s'est passé pour cet anniversaire. Donc je crois comprendre que des gens s'y intéressent aujourd'hui, on voit ce film dans le monde de la recherche, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment l'État officiel se réapproprie cette histoire. Là, je suis... c'était un très beau film qui sur la mémoire sur cette période, mais je suis surpris d'une absence d'opposition maghrébine à Alger. L'absence d'opposition maghrébine et particulièrement marocaine à Alger. Ça, c'est un des aspects de cette dimension d'Alger capitale révolutionnaire africaine, mais en même temps Alger capitale d'un État qui a aussi des relations d'État avec ses voisins. Et c'est un petit peu aussi toute l'histoire aussi de l'évolution de l'Algérie. D'abord l'Algérie révolutionnaire qui doit assumer aussi cette responsabilité révolutionnaire vis-à-vis des autres mouvements de libération africains, mais en même temps Alger État avec des intérêts d'État qui aussi doit composer avec ces deux dimensions. Et c'est vrai que jusqu'à la mort de Boumedienne, il y avait cette dimension révolutionnaire qui s'est estompée petit à petit après. Des éléments de réponse sur la question de la jeunesse, et je pense que Julia pourrait répondre aussi bien que moi parce qu'on va utiliser les travaux d'un ami et chercheur, un chercheur et ami commun qui s'appelle Ed McAllister et qui a beaucoup travaillé sur cette question de la nostalgie des années 70 dans l'Algérie d'aujourd'hui. Alors, plusieurs éléments de réponse à votre question. La connaissance historique de cette période est relativement faible parce que, de façon générale, la connaissance historique sur l'histoire de l'Algérie après son indépendance est nulle en termes de ce qui est transmis par l'État, par l'enseignement de l'histoire, etc. La connaissance ne se fait que de façon plutôt informelle, ce qui n'empêche pas qu'on ait une nostalgie forte et du coup peu basée sur du savoir et du coup pas forcément critique sur cette époque à divers titres. Un des titres, c'est que l'État semblait au fond plus fort, plus digne, incarné dans une personnalité plus solide. Le deuxième, et là vient un petit peu d'étonnement, le fait que l'Algérie ait eu à l'époque une politique étrangère qui était une politique étrangère rayonnante, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas depuis la fin de la guerre civile, où l'Algérie a été plutôt un pays dont jusqu'à l'année dernière ou il y a 2 ans, la politique étrangère était beaucoup plus faible. Donc tout ça n'est pas basé sur un savoir fort, et la dynamique dont on parle de regain d'intérêt, elle n'est pas encore spectaculaire. En même temps, c'est un pays dont je pense qu'on peut dire qu'il est en sortie de guerre, et du coup cette reprise d'intérêt, cette reconnexion avec le passé, cette reconnexion avec la mémoire et le récit participe d'un certain nombre d'autres phénomènes
phénomènes qui sont des phénomènes de remise en œuvre d'actions collectives visibles, qui passent pas par de grands mouvements politiques, mais qui passent plutôt par des expériences locales que les gens veulent volontairement modestes. Donc on est encore, je pense, au début d'un processus. Je n'étais pas au PANAF de 2009. Tous les gens qui ont participé ont un témoignage concordant, et ceux qui ont participé aux deux festivals, celui de 69 et celui de 2009, disent la même chose. Très peu d'argent, beaucoup d'idées en 69, beaucoup d'argent, très peu d'idées en 2009, peu de fonds, une adhésion populaire bien moindre et limitée à un certain nombre de manifestations, de spectacles en réalité, mais où le contenu politique était plus faible. En même temps, effectivement, il y avait un investissement étatique relativement fort, la production notamment de films documentaires, de mise en scène du parallèle entre les deux festivals, et un vécu des participants qui était qu'il n'y avait aucune comparaison possible entre les deux festivals. 2009, c'est aussi encore très tôt par rapport à la fin de guerre civile, et c'est encore un moment qu'on a dépassé un peu maintenant, mais où sortir dans la rue, faire la fête collectivement était encore quelque chose de timide malgré tout, qui se faisait, mais qui se faisait encore d'une façon, c'était encore nouveau, la reprise de la rue par rapport au passé récent du pays. Et oui, vous avez tout à fait raison, monsieur, dans votre question de souligner la question maghrébine. Moi, ce qui m'a frappé dans les entretiens que j'ai pu conduire autour du PANAF, c'est que bien souvent, les gens qui ont participé au PANAF de 69, qui ont assisté à des spectacles, se souviennent par exemple très bien des chanteurs américains, de Myriam Makeba, d'Archie Shepp, et puis se souviennent qu'il y avait des groupes algériens. Mais les noms, au fond, ce qui était immédiat et plus familier a moins fait impression. Donc ça, c'est dans le vécu des gens, c'est une différence entre cette découverte de territoires plus éloignés et le vécu des territoires plus proches. Et vous avez tout à fait raison de dire, oui, il y a une politique étrangère qui est très spécifique, qui est le désir de se mettre en avant du monde arabe, le désir de se mettre en avant du tiers-monde, et où la politique maghrébine est beaucoup plus faible et beaucoup plus difficile. Cette politique étrangère, elle se lie par exemple dans quelque chose d'assez particulier, qui est la question de la relation avec les États-Unis, où l'Algérie joue un jeu assez particulier, qui est le parti de rompre les relations diplomatiques à partir de 1967. Mais côté algérien comme côté américain, on utilise cette position particulière de l'Algérie comme puissance radicale pour aussi avancer un certain nombre d'objectifs. Dans les archives américaines, on trouve un certain nombre de considérations en disant il faut qu'on continue à parler avec les Algériens malgré la rupture des relations diplomatiques, parce que comme leur position est très radicale, ils ont une influence considérable, et si en sous-main on discute avec eux, on peut avoir un impact plus grand. Et les relations avec les voisins maghrébins, et en particulier le Maroc dans ce contexte-là, sont relativement difficiles. Il y a une chose qui m'a étonnée, c'est que, mais j'ai mis du temps à le verbaliser, c'est que toutes les photos sont légendées. On nous dit que c'est Cabral, que c'est un tel ou un tel. Et pourquoi la photo de Frantz Fanon, il y a juste les damnés de la terre, mais pourquoi son nom n'est pas prononcé ? C'est le seul nom qui ne soit pas prononcé. Et Malcolm X, je crois. Non, Malcolm X, c'est dit. C'est dit Malcolm X ? Je me souviens pas. Ah, il me semble bien que si. D'accord. Si, Malcolm X est dit peut-être rapidement, mais il est dit. Et le seul dont la photo n'est pas légendée, c'est Frantz Fanon. Bon, voilà, c'était juste une question. Oui, juste un commentaire en suivant les indications
Et les pistes que Malika évoquait, effectivement, sur cette question de la transmission qui me semble assez importante, les jeunes aujourd'hui ne savent même pas que le PANAF a eu lieu. Enfin, surtout, alors déjà, il y a une rupture très claire en Algérie entre la ville, le contexte urbain et le contexte rural. Donc, les contextes ruraux sont absolument hors connaissance, mais même plus que cela. C'est-à-dire ce qui s'est passé à Alger, et comme mec des révolutionnaires, ne les a absolument pas atteints. Donc effectivement, il y a une première rupture qui n'est même pas générationnelle, qui est sociale et politique. Et après, il y a une deuxième rupture qui, en revanche, est générationnelle et qu'on voit dans le film à la fin, quand ils disent « mais nos parents avaient trop d'illusions pour parler ». Et puis, ces illusions-là se sont transformées en déceptions. Et pourquoi ils ne nous ont pas raconté, pourquoi ils ne nous ont pas légué. Et effectivement, donc les travaux que tu évoquais d'Ed McAllister, mais aussi la connaissance tout simplement de la réalité de la jeunesse algéroise ou oranaise d'aujourd'hui, font qu'il y a une nostalgie, c'est vrai, c'est certain, il y a une nostalgie des années 70, mais le 69 passe passe dans le silence. Et pour beaucoup d'entre eux, 69 n'a même pas existé. Et c'est là où effectivement c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait donc les étudiants que tu évoquais, qui étaient pendant le PANAF, qui aujourd'hui sont des gens qui ont entre à peu près une soixantaine d'années, qui parlent du PANAF comme d'un moment absolument extraordinaire, éblouissant, qui racontent cette semaine de nuit blanche où ils n'arrêtaient pas de faire la fête et qui repartaient à la fac le lendemain matin et que ça se répétait, que pendant une semaine, ils sont dormis 2-3 heures, voire pas du tout. Et en même temps, c'est les mêmes gens qui ne lèguent rien à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, qui ne parlent pas de cette expérience, de ce moment. Et là, je me demandais, mais c'est vraiment une hypothèse et tu me diras ce que tu en penses. Est-ce qu'à ton avis, l'effet guerre civile n'intervient pas, ou n'est pas un des facteurs explicatifs de cette rupture? Pour le peu que j'en sais, la guerre civile a rompu la chaîne des générations. Ça, c'est clair. Les parents ont oublié les enfants. Ils s'étaient trop occupés à survivre et ils ne pouvaient et à maintenir une vie malgré tout, malgré la violence, malgré les attentats, malgré les cadavres, malgré la situation meurtrière. Et ce que j'ai entendu, c'est nos parents nous ont oubliés. Ils s'étaient occupés effectivement, ils s'étaient entre eux, ils devaient résister. Et donc nous, on a dû faire avec. Et je me dis, est-ce que cette rupture-là qui intervient à ce moment précis de l'histoire de l'Algérie ne permet peut-être pas aussi d'expliquer une faille dans la transmission d'autres choses. Et la saturation de ce moment boumedienne des années 70 où tout allait bien, les filles étaient en mini-jupe, elles fumaient dans la rue, alors que, effectivement, ça concerne un micro-Alger, un micro-milieu, etc. C'est une remarque un peu comme ça. Moi, il me semble que sur cette période, qu'on soit en France, en Algérie, où j'en discutais avec ma voisine au Mali, les gens connaissent assez peu l'histoire. Là, c'est le cas en Algérie, mais je pense que, par exemple, en France, sur justement les mouvements de décolonisation, que Paris a été une ville dans les années 60, même l'histoire de présence africaine ou des choses comme ça, aujourd'hui, les gens, c'est un peu général, quoi. Sur cette période-là d'effervescence où il s'est dit beaucoup de choses, on a un peu oublié. Et souvent, on fait rarement référence à ça. Et notamment... un certain nombre de personnes qui prennent qui s'intéressent à cette période-là, à la violence coloniale, etc. Moi, souvent, ce qui me chagrine, c'est qu'ils oublient de parler de la parole de ceux qui ont réagi à la violence coloniale et de tout ce mouvement des années 60, même qui apparaît dès les années 30, etc. Et je pense que c'est un peu... Après, chaque pays a son histoire singulière. Il y a tout ce que tu pouvais raconter sur l'histoire de l'Algérie ou des choses comme ça. Mais les gens, est-ce qu'aujourd'hui, un lycéen, même dans les super militants de Nuit debout, est-ce qu'ils connaissent un peu? Certains connaissent un peu. Ils connaissent 68, mais... J'ai trouvé intéressant déjà effectivement, de souligner que c'est une Marocaine qui fait ce film et une femme aussi. Je pense que c'est un élément qui apporte un éclairage intéressant, même si c'est fait de manière assez discrète dans le dispositif choisi et dans le discours
qui nous est proposée. Et la partie sur la langue, j'ai trouvé ça aussi très intéressant et aussi une manière assez fine de souligner en fait beaucoup de problèmes qui se cachent et aussi un des fondements de ce qui est en partie présenté comme un mythe. Et je voulais savoir un petit peu, voilà, si dans les entretiens que vous avez faits ou sur les éléments, est-ce qu'on a des informations justement sur cette question de la langue, de la communication, qui était certes déjà partielle, mais aussi concrètement, comment ça s'est fait, combien de temps, selon la durée évidemment du séjour de ces différentes personnalités. Et cela renvoie aussi la langue de manière générale, même en Algérie, sur la question de, voilà, à qui on parle, quoi, à qui on s'adresse, et de la portée à l'époque même de tous ces, de ces discours et de ces actions, et donc qui permet de mettre beaucoup en perspective, et de relativiser cette question des circulations transnationales. Et évidemment, et là je trouve ce film de manière assez efficace remet un petit peu les pendules à l'heure, si je peux me dire. Et puis aussi, parce que bon, moi je travaille sur les Chiliens, il y a eu des réfugiés chiliens aussi après 73 en Algérie. Et j'ai eu 2 témoins qui me disaient qu'en Algérie, par rapport à d'autres pays européens, ils s'étaient sentis très bien. Et mieux même, enfin, parce qu'en disant qu'il y avait beaucoup de proximité entre en fait, les Algériens et les Chiliens. Et j'avoue que ça m'a un peu surprise. Et je voulais savoir si un peu vous avez eu des échos, puisqu'on est là vraiment autour de ces années 70, on est encore dans cette première phase que vous avez décrite, sur ces réfugiés, sur ces militants latino-américains en Algérie. Donc c'était une question à Malika pendant que vous interveniez tout à l'heure. L'Algérie, Alger. Et moi, je pensais que l'Algérie, c'est aussi les Kabyles et la Kabylie. Et je me demandais, dans le travail que vous avez fait, si les réactions, ou si même la connaissance historique, à la fois de ce qu'a été ces années 60, mais aussi des luttes internes à l'Algérie par rapport au gouvernement d'Alger, qui est très sensible. La dernière fois que je suis allée en Algérie, j'étais à Oujda, et c'est à Béjaïa, et c'est très très sensible. Si vous avez recueilli des points de vue, des avis différents, voilà. Juste une petite question. J'ai remarqué que le film a été fait en 2 langues, en arabe et en berbère, en kabyle. Et paradoxalement, chez les révolutionnaires algériens, le bilinguisme est condamné. Ils sont beaucoup plus influencés par le panarabisme arabe de l'Égypte. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions et ces remarques. Alors je ne vais pas du tout répondre à la place de Bouchra Khalili sur pourquoi nommer certains et pas d'autres. Juste rebondir sur ce que disait Julia au sujet des transformations sociales qui sous-tendent ces mouvements d'idées et ces mouvements de militants. Quand je parlais d'anciens étudiants, dans les années 60, évidemment, les étudiants et plus généralement la jeunesse urbaine, c'est vraiment le groupe en développement numérique qui se vit comme l'avant-garde et la porteuse du projet révolutionnaire, parce que l'ensemble des pays dans la sphère arabo-musulmane sont en train de connaître l'augmentation de la scolarisation la plus forte que l'humanité ait jamais connue depuis les années 30 dans les pays de l'Est probablement. Enfin, voilà, un phénomène démographique vraiment majeur qui sous-tend tout ça, avec cette rupture du coup avec la jeunesse rurale que tu dis très bien. Et du coup aussi, tout cela se joue dans un contexte algérien où la question des langues, effectivement, est une question complexe qui se joue entre régions, mais qui se joue beaucoup entre générations. Vous avez tout à fait raison de poser la question de la communication de ces révolutionnaires avec la population. Je ne peux pas donner beaucoup d'exemples en dehors des Black Panthers pour lesquels la communication, elle est très difficile. Elle passe par une traductrice qui est une américaine qui s'appelle Elaine Klein, qui traduit du français à l'anglais, de l'anglais au français, mais il n'y a pas de traduction avec l'arabe. Du coup, la lecture de ce qui se publie en arabe et la communication n'est pas du tout simple entre mouvements révolutionnaires. Et ça se joue effectivement dans un contexte algérien particulier,
avec effectivement un mouvement national qui a un discours fort sur la question de la langue, qui est en quelque sorte, comment dire, qui pose problème dans les évolutions démographiques immédiates, puisque ces premières générations à être éduquées tout de suite après l'indépendance sont éduquées d'abord en français, et en même temps sont les porteuses d'un projet d'arabisation ou de réarabisation de la population, avec la question de que faire des autres langues à l'intérieur du pays. Alors je ne suis pas nécessairement la mieux placée pour répondre à votre question sur la Kabylie. Moi, mon terrain est un terrain très algérois, ce qui me place bien pour parler du festival panafricain, mais moins bien pour faire la comparaison avec d'autres régions, parce qu'Alger est une ville très kabyle, voire c'est la capitale de la Kabylie. Mais voilà, je pense qu'il y aurait effectivement des questions à poser, et je ne pense pas que les questions soient les plus rudes dans cette génération-là. Je pense que les questions de langue ne se posent pas de la même façon, et je pense que le parti pris de Bouchar Khalili de faire parler, vous l'avez dit, c'est de l'arabe dialectal, c'est du berbère, c'est un mélange de français aussi. Bon, je pense qu'on sent que c'est pas toujours son arabe à elle, mais voilà. Et il ne se pose pas de la même façon pour les générations d'aujourd'hui qu'il se posait pour les générations des années 70.